Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une lecture que j'ai lue durant le mois d'avril. Il s'agit de L'Akafrado, tome 1 et tome 2 par Melika Chetour Daoudi. Le premier tome se nomme L'Akafrado, Nouveau départ et le second L'Akafrado, Sans mêlée, Terre mosaïque chez les éditions Casbah. Depuis la sortie du livre Les Glandeurs en Algérie, le livre ne cesse de circuler sur les réseaux sociaux et les groupes de lecture. Ce qui m'a tout bonnement intrigué, attisé par ma curiosité pour estimer concrètement le livre, savoir si c'est de la bonne littérature, si c'est de la littérature de qualité ou un énième nanar, un énième livre qui n'ajoute rien à la littérature algérienne. Je me suis décidé à aller lire ce livre, à le décortiquer pour vous donner mon avis final. Ceux qui sont habitués à me suivre sur les réseaux sociaux savent pertinemment que je ne suis pas un expert en la matière, c'est-à-dire expert dans la littérature algérienne. Certes, j'ai lu les grands textes de la littérature algérienne, Mouloud Feraoun, Kateb Yassine, Mohamed Dib, etc., Assia Djabbar, entre autres. Mais je ne m'intéresse que rarement à cette littérature, notamment la littérature algérienne contemporaine. Il n'y a que Yasmina Khadra et quelques textes ou quelques auteurs qui font exception à la règle. Mais sinon, je ne suis pas un expert en littérature algérienne. Je le dis et le redis. Tout simplement les glandeurs, car j'ai du mal à m'y accrocher. Voilà, je ne vais pas vous mentir, par moments, c'est lourd. Sauf quelques exceptions, cette littérature m'a rarement, mais vraiment rarement, impressionné. Voilà. Désolé pour vous, ceux qui sont fans de la littérature algérienne, ceux qui défendent la littérature algérienne, je suis désolé pour vous. Cependant, de temps à autre, j'essaie de caler ou d'ajouter à ma liste de lectures annuelles un texte algérien pour garder un œil sur cette nouvelle vague littéraire en Algérie. Il faut savoir qu'il y a une production nationale très riche, très diversifiée, et j'essaie toujours de garder un œil là-dessus pour évaluer la valeur de la littérature algérienne contemporaine. Le livre de Melika Chetour Daoudi en fait partie de cette nouvelle production littéraire en Algérie. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons poser la question fatidique. Est-ce que c'est une déception ou une validation par le temple du livre? Le résumé, les glandeurs. Anna, jeune sicilienne dans la fleur d'âge, quitte son pays en compagnie de Dorato, une esclave noire achetée sur impulsion. Ça commence bien. Anna abandonne tout, le peu de famille qui lui reste. Angelo, l'amant alcoolique, un héritage et surtout les glandeurs, une identité. Telle une chrysalide, Anna se transforme en Francesca, accentuant un peu plus cette quête de liberté, cette quête du changement. Le duo, c'est-à-dire Francesca et Dorato, quittent la Sicile vers l'Eldorado des Européens au XIXe siècle, l'Algérie. Une Algérie coloniale, colonisée, exploitée par les colons qui se déversent par milliers en Algérie pour l'exploiter et l'utiliser pour faire tout simplement fortune. Et Francesca ne déroge pas à la règle. Elle veut acheter une terre, l'exploiter et réaliser le rêve familial. Avoir son propre domaine. Puisque selon les Européens, l'Algérie n'attend que ça, être exploitée par des mains fertiles, puisque ses enfants l'abandonnent. C'est à Bonn que Francesca arrive. Elle rencontre Kader, un indigène propriétaire foncier. À la suite d'un micmac entre les deux, Kader décide de lui vendre une partie de ses terres à une somme modique. L'Akafrado est né, un domaine agricole géré par Francesca et Dorato. Les deux femmes s'opposent à l'hostilité qui les guette de partout, mais vraiment de partout. Les colons qui désirent s'accaparer leurs terres, les indigènes qui les regardent méchamment, qui voient en eux d'autres colons qui viennent exploiter la terre des aïeux.
Et en dernier, les glandeurs, l'armée coloniale qui est là pour mettre la pression non seulement sur les colons, mais aussi sur les indigènes. C'est au milieu de ce magma que la Cafrado reconstruit les âmes blessées et refonde une nouvelle famille. Je m'arrête ici, les glandeurs, pour ne pas vous spolier les grandes lignes du récit. Et je vous invite à aller par vous-même découvrir cette histoire. Alors, que dire de cette lecture qui, somme toute, relève plus d'une fresque que deux romans qui peuvent être lus séparément si vous voulez. Les deux tomes se complètent et vous ne pourrez pas lire le second sans avoir lu le premier. Voilà. Ces deux tomes qui se complètent et forment à eux deux une fresque, car le premier tome, Les Glandeurs, fait office d'introduction au second tome. Il y a plus d'action, il y a plus de vivacité dans le second tome, tandis que le premier, il est là pour placer l'univers, pour introduire les personnages et l'histoire. Niveau narration, Les Glandeurs, on retrouve une narration à deux voix, à intermittence dans le récit. Tantôt, c'est Francesca qui nous rapporte les événements vécus. Tantôt, c'est Dorato qui s'approprie le discours pour nous narrer les événements. Nous avons en tant que lecteur une double perspective de la situation ou des situations. La manière avec laquelle ces situations sont vécues et la manière avec laquelle elles sont racontées n'est pas la même chez Dorato ou chez Francesca. Elles sont perçues et vécues différemment par les personnages, ce qui nous offre une image ou une analyse psychologique en profondeur des personnages. Et les personnages, il y en a pléthore. Bon ou mauvais, chacun apporte sa partie, son grain de sable à la construction de cette gigantesque fresque. Le but recherché par l'auteur, c'est de recréer ce dynamisme culturel en Algérie durant le 19e siècle. Et à mon sens, c'est une réussite. On ressent ce creuset culturel qui est l'Algérie coloniale du 19e siècle. Néanmoins, Les Glandeurs, deux petits détails m'ont nettement dérangé durant le premier tome. Avant d'en parler, j'aimerais dire que dans le premier tome, on ressent que l'auteur se cherche encore et qu'il ne maîtrise pas entièrement l'exercice, c'est-à-dire l'exercice d'écriture narrative. Par moments, elle s'égare dans des élucubrations qui n'apportent concrètement rien à l'histoire. Si vous vous arrêtez à la fin du premier tome, vous allez en sortir déçu. Tandis que le second tome, nous assistons à une métamorphose de l'auteur. Maîtrise, vivacité, justesse de l'action et des mots. Mais revenons à ces deux détails qui m'ont nettement dérangé. Le premier détail, c'est un féminisme déplacé au regard de l'époque et du contexte du livre. Francesca agit comme une fémène au 19e siècle, ce qui n'a pas de sens. La cause qu'elle défend est légitime, mais la manière avec laquelle elle la défend n'est pas concrète, n'est pas logique au regard de l'époque, comme je l'ai dit. Ensuite, ce qui est un peu paradoxal, c'est que cette femme qui agit comme une féministe, par moments comme une hystérique, face à toute contradiction portée par un homme, qui plus est, elle doit son succès et sa prospérité en Algérie qu'à des hommes. Kader, Bagata, Père Marco et même Angelo. Et attention les glandeurs, la liste est encore très longue. Deuxième détail, les glandeurs, c'est un monde manichéen. Dans le premier tome, et même dans le second tome, le monde que nous offre l'auteur est très manichéen. Les colons sont la source principale de tous les maux qui touchent ou qui frappent Francesca. Les colons sont méchants. Ils volent et violent, tandis que les autochtones n'ont aucune once de méchanceté. Et même lorsque Salim, un indigène, participe à un viol, ce n'est pas de sa faute, parce qu'il a été dupé. Dupé par qui? Par les colons. Ça, j'ai trouvé un petit peu dérangeant. Voilà. Je pense qu'il y avait des méchants, même chez les indigènes. Il y avait des salopards, même chez les indigènes, durant l'époque coloniale. Et j'aurais aimé voir cette nuance entre les deux camps. Il y a un troisième point qui m'a dérangé, mais bon, ce n'est pas aussi catastrophique que les deux précédents.
c'est la fin du tome 2. Une fin un peu brutale, elle coupe net la narration pour ouvrir la porte à une potentielle suite. Et d'après les éléments, il y aurait un troisième narrateur dans le troisième tome. Donc oui, la fin, elle est brutale. Vous êtes en train de lire, comme ça, tout se passe dans le meilleur des mondes, et puis pam, il y a un problème qui survient comme ça, une cavalcade, puis la fin. Le rythme était un petit peu déstabilisant puisqu'on était dans un calme, dans une plénitude, et puis un rush. Nous allons attendre le troisième tome pour avoir une idée d'ensemble sur le second tome. Parce que c'est la même chose avec le premier tome. Lorsque vous vous arrêtez à la dernière page du premier tome, vous vous dites... c'est quoi quel a été le discours ou quel a été le message proféré par le premier tome? Mais lorsque vous allez lire le second tome, qui lui-même complète le premier tome, vous allez mieux comprendre l'histoire. Je pense que le troisième tome fera de même avec le second tome. Il viendra compléter le second tome et apportera des éclaircissements sur l'histoire et son déroulé tout simplement. Grosso modo les glandeurs, si vous voulez lire une littérature algérienne contemporaine, peu commune, dans une chronologie peu travaillée par les auteurs algériens, je vous conseille d'aller lire La Kafrado de Malika Chetor Daoudi. C'est 2 tomes. Malheureusement, le premier tome n'est plus disponible en Algérie. Mais vous pouvez l'acheter sur Amazon. Si vous avez un compte Amazon, vous pouvez vous procurer le premier tome. En attendant, une réédition de la part de Caspa Édition. Si vous avez des questions par rapport au texte, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et comme toujours les glandeurs, que la passion soit avec vous. À plus.